Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors je te fais le topo. Tu as un produit, un projet, une idée, une formation, quelque chose de révolutionnaire, quelque chose de tout nouveau, et tu dois convaincre. Tu dois convaincre des gens qui ne connaissent pas ton produit, tu dois convaincre des gens qui n'ont aucune idée de ce que ton produit peut changer dans leur vie. Ils ne savent pas comment ça peut les aider, ils ne comprennent pas ton produit, et toi tu sais que tu as de l'or dans les mains, tu sais que tu as un produit qui peut vraiment changer leur vie, tu sais que tu as un produit qui va vraiment tout changer dans ton marché, tu sais que ton idée, c'est l'idée du siècle. Comment tu fais pour pitcher cette idée-là à des gens qui ne la comprennent pas, à des gens qui ne voient pas de quoi tu parles, à des gens qui sont complètement à 1000 lieues de ton idée. Et ça nous arrive une fois de temps en temps, même en tant que créateur de contenu quand tu vends des formations. Une fois de temps en temps, tu as une formation où tu sais que c'est la formation qui va le plus aider ton audience. Tu sais que c'est peut-être la formation la plus importante de l'histoire de ta chaîne. Mais pourtant, tu sais pas comment la vendre. Tu sais pas comment faire pour que les gens prennent conscience de ça. Et tu peux la pousser en disant elle est géniale, elle est hyper importante, ça va tout changer. Souvent, plus tu vas la pousser, plus les gens vont être réfractaires à l'achat et moins les gens vont comprendre à quel point ça peut les aider. Ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est basé sur un argumentaire de Steve Jobs que Steve Jobs a fait lors d'un entretien au New Yorker fin 1977, 100% improvisé, dans lequel il te donne absolument la meilleure clé que tu puisses avoir pour pitcher un produit révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que Steve Jobs était en train, ce jour-là de fin 1977, il était en train de pitcher l'ordinateur personnel à un journaliste. Et fin 1977, l'ordinateur personnel n'existait pas. C'était une idée qui n'existait pas, qui paraissait complètement dingue. À l'époque, les ordinateurs, c'était des énormes machines qui étaient régies par des groupes de personnes entiers. Évidemment, c'était réservé aux professionnels et personne n'imaginait qu'un jour, monsieur tout le monde puisse avoir un ordinateur chez lui. On sait comment ça s'est terminé. On sait que c'est devenu la norme aujourd'hui, mais à l'époque, c'était évidemment pas du tout évident. Et donc, il fallait convaincre. Il fallait mettre en avant cette idée-là, cette idée révolutionnaire. Il fallait montrer aux gens que cette espèce de grosse machine avec des boutons partout qui faisait peur, tu vois. Il fallait montrer aux gens que cette machine-là allait un jour trôner sur leur salon et qu'elle allait changer leur vie. Alors comment on fait ? Eh ben, je vais te lire cette tirade de Steve Jobs. C'est issu du bouquin Becoming Steve Jobs, qui est un excellent bouquin. Tu sais, moi j'adore Steve Jobs, c'est un excellent bouquin qui reprend un petit peu sa biographie de manière différente que sa biographie officielle. Et donc il y a cet extrait qui était donc une tirade que Steve Jobs avait improvisé face à un journaliste fin 1977 lors à un salon. Tu vois, donc ils sont à un salon, le journaliste vient lui dire bon bah quel est votre produit ? Et Steve Jobs lui répond, ouvrez les guillemets. Depuis 10 ans, les gens entendent tout un tas de choses sur les ordinateurs dans les médias. Les ordinateurs contrôleraient prétendument des pans entiers de leur vie. Et pourtant, malgré ça, la plupart des adultes n'ont pas la moindre idée de ce qu'est vraiment un ordinateur, ni de ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. Et maintenant, pour la première fois, les gens peuvent réellement acheter un ordinateur pour le prix d'une bonne chaîne stéréo, interagir avec lui en comprenant le fonctionnement par eux-mêmes. Cela revient un peu à démonter une vieille Chevrolet de 1955. Voyez les appareils photo. Il y a des milliers de gens dans le pays qui suivent des ateliers de photographie. Ils ne deviendront jamais photographes professionnels. Ils veulent seulement apprendre le procédé de la photographie. C'est la même chose avec les ordinateurs. Nous avons lancé une petite entreprise de fabrication d'ordinateurs personnels dans un garage de Los Altos en 1976. Maintenant, nous sommes devenus le plus grand fabricant d'ordinateurs personnels au monde. Nous fabriquons ce qui est pour nous la Rolls-Royce des ordinateurs personnels. C'est un ordinateur domestique. Les gens s'attendent à des voyants lumineux, mais ils s'aperçoivent que ça ressemble à une machine à écrire portable qui, une fois reliée à un écran adapté, offre un affichage en couleur. Il renvoie des informations à celui qui l'utilise. Les utilisateurs sont enthousiastes, on nous demande toujours ce qu'il peut faire, et il peut faire beaucoup de choses, mais d'après moi, ce qu'il fait vraiment pour l'instant, c'est apprendre aux gens à programmer l'ordinateur.
Alors, cette tirade est super intéressante parce que je la trouve très convaincante quand on se remet dans le bain de l'époque où les gens ne voyaient absolument pas l'intérêt d'avoir un ordinateur personnel, ou en tout cas la plupart des adultes n'étaient pas du tout dans ce délire-là. À l'époque, l'informatique, les nouvelles technologies avaient pas du tout la place qu'elles ont aujourd'hui dans notre société. Et je pense qu'on pourrait comparer ça un petit peu à l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle énormément d'intelligence artificielle et on se dit, d'accord, ça a l'air d'être un gros truc, ça a l'air d'être un truc qui va changer notre vie, ça a l'air d'être quelque chose, voilà, il est dit justement, Steve Jobs, les ordinateurs contrôleraient prétendument des pans entiers de leur vie. On se dit aujourd'hui, l'intelligence artificielle contrôle prétendument des pans entiers de ma vie, et pourtant malgré ça, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est vraiment, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment ça peut m'aider au quotidien. Et si tu remarques, et je voudrais juste te montrer ce que j'ai surligné dans ce passage-là, six choses différentes. D'abord, on a quoi ? On a les gens peuvent réellement acheter un ordinateur pour le prix d'une bonne chaîne stéréo. Ensuite, on a cela revient un peu à démonter une vieille Chevrolet de 1955. Ensuite, on a voyez les appareils photo, c'est la même chose avec les ordinateurs. Ensuite, on a nous fabriquons ce qui pour nous est la Rolls-Royce des ordinateurs personnels. Et ensuite, on a ça ressemble à une machine à écrire portable. Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est des analogies. Et dans ce texte de 1 minute 15, on n'a pas moins de 6 analogies, c'est-à-dire 6 comparaisons avec des choses qui sont familières et que les gens apprécient. On a la bonne chaîne stéréo, on a la vieille Chevrolet de 1955, on a les appareils photo, on a la Rolls-Royce, on a la machine à écrire portable. On a aussi un terme, on a le terme ordinateur domestique. C'était un mot qui à l'époque n'existait pas. C'est-à-dire qu'on associe deux choses, on associe domestique, donc de la maison, au mot ordinateur qui paraît être quelque chose qui fait complètement partie de l'environnement de bureau, qui est de l'ordre de la machine et pas de l'ordre de l'objet personnel. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose, on a des analogies avec quelque chose de familier et avec quelque chose que les gens aiment. Et qu'est-ce qui est familier et ce qu'on aime ? C'est des amis. Et finalement, en faisant ces analogies avec des choses que les gens comprennent, avec des choses que les gens connaissent, avec des choses que les gens aiment, il rend l'ordinateur, qui était jusque-là froid, austère et incompréhensible, il le rend accessible et sympathique. Et ça peut être quelque chose qui est très difficile. Quand toi, t'es passionné par un produit, t'es passionné par ton produit ou t'es passionné par un marché, ça fait des années que tu lis des choses sur ce marché. Pour toi, c'est évident. Toutes les nouveautés, tous les termes techniques sont des choses évidentes. Et en face, t'as tout le reste. En face, t'as les moldus. T'as les gens qui ne connaissent pas ce monde-là, qui connaissent pas le monde dans lequel tu baignes depuis parfois des années et des années. Et toi, t'arrives et t'essayes de pitcher à ces gens-là, t'essayes de convaincre ces gens-là avec un argumentaire de ton monde à toi, avec un argumentaire que les moldus ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne comprennent pas les codes de ton monde. Et tu comprends bien que ça ne peut pas fonctionner. Si tu veux faire passer une idée révolutionnaire, une idée qui, pour la plupart des gens, paraît jusque-là inconcevable, il va falloir commencer par comprendre quel est l'univers de ces gens-là. Et l'univers de ces gens-là, c'est pas le même univers que toi qui étudie ton sujet depuis des années. L'univers de ces gens-là, il faut le comprendre et il faut utiliser du vocabulaire, il faut utiliser des images, des analogies qui vont faire partie de l'univers des gens que tu essayes de convaincre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer leur attention. C'est comme ça que tu vas pouvoir... On s'est tous retrouvés parfois devant quelqu'un, je sais pas, ça peut être un technicien quand on va acheter un aspirateur ou je ne sais quoi, quelqu'un qui nous fait le déballage technique d'un produit auquel on ne comprend rien. Et quel est notre réflexe à ce moment-là ? Notre réflexe, c'est de décrocher. On décroche, on se dit c'est bon, je laisse faire son baratin, j'y comprends rien. Et souvent même, on va s'énerver en disant ça m'énerve, ce gars-là me parle de choses que je ne comprends pas. Et le moment où tu tombes sur un bon vendeur, quelqu'un qui sait argumenter et qui va te parler avec des termes que tu connais, que tu comprends, même plus loin, qui va aller plus loin, qui va te parler avec des choses que tu aimes, la Rolls-Royce, la vieille Chevrolet de 1955, les appareils photo, la machine à écrire qui à l'époque était beaucoup plus démocratisée évidemment que l'ordinateur. En faisant ça, tu vas rendre ton produit aussi familier, accessible et sympathique que les choses que les gens aiment déjà. Tu n'as pas besoin de transformer ton produit en quelque chose que les gens connaissent déjà, tu as juste besoin de le comparer à des choses que les gens connaissent déjà, à des choses que les gens aiment déjà.
C'est comme avec la nourriture, c'est très difficile de changer de goût au niveau de la nourriture. Généralement, ce qu'on mangeait quand on était petit, ça reste ce vers quoi on va se tourner toute notre vie, et ça va être les aliments qui vont nous rassurer, les aliments qui vont nous faire du bien. Et si on veut un jour te proposer, je sais pas, de bouffer un truc qui a rien à voir, tu vois, un aliment étranger ou je ne sais quoi, qui a rien à voir à ce que tu as toujours mangé, si on te le met simplement devant les yeux en disant vas-y mange, tu vas voir, ça va être très bon, ça va trop pousser. Par contre, si on te dit tu vas voir, ça ressemble à quelque chose que tu connais déjà. Ça ressemble à du pain, ça ressemble à du fromage, ça ressemble à de la viande. Bah nous, Français, ça va nous parler. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les gens qui se convertissent au véganisme essayent de trouver des moyens de convertir d'autres gens au véganisme, et souvent les moyens qui fonctionnent le mieux, c'est les substituts. C'est pour ça que quand tu rentres dans un supermarché vegan ou dans un restaurant vegan, tu as des substituts de steak, tu as des substituts de fromage, alors qu'évidemment ça n'a aucun sens de faire du steak avec du soja ou de faire du fromage avec des noix de cajou, mais tu as ces substituts-là parce que ça permet de se rattacher à quelque chose qui est déjà familier pour toi, de se rattacher à quelque chose que tu aimes déjà. Et c'est beaucoup plus facile de devenir vegan quand tu es un viandard et un fromageur et ce que tu veux. C'est beaucoup plus facile de devenir vegan quand on te propose des produits qui ressemblent à ceux que tu mangeais avant, plutôt que quand on te dit à partir d'aujourd'hui tu vas manger des brocolis à tous les repas. Donc ces analogies ou ces images que tu vas utiliser, ça s'appelle un angle. Et comment tu vas utiliser ces angles? Tu vas d'abord te concentrer sur ton audience et tu vas te dire ok, qui est mon audience? Qu'est-ce qui est déjà familier pour elle et qu'est-ce qu'elle aime bien? Et en fonction de ça, tu vas lui pitcher la chose de manière totalement différente. Imaginons par exemple que j'ai envie de te convaincre de jeûner. Tu vois, le jeûne, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, qui peut soigner énormément de maladies, qui peut vraiment te changer la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des résultats exceptionnels là-dedans. Et moi j'ai envie de te convaincre de faire ton premier jeûne, qui est une action quand même qui est très difficile. On sort complètement de nos habitudes et de notre zone de confort, qui est de manger 3 fois par jour depuis notre naissance. Comment je vais essayer de te convaincre? Je vais d'abord commencer par essayer de te connaître. Je vais d'abord commencer par essayer de comprendre qu'est-ce qui est familier pour toi, quels sont les arguments qui vont te parler. Et je vais pitcher ça de manière totalement différente en fonction de l'audience que j'ai en face de moi. Si en face de moi j'ai des vrais cartésiens, tu vois, des gens qui font à 100% confiance au système médical, qui aiment les maths, tu vois, qui ont besoin de chiffres, qui ont besoin de preuves, qui ont besoin que tout soit bien carré, qui sont athées, bref, des gens qui sont vraiment dans le côté, voilà, ultra cartésien, qui ont besoin de preuves, de faits. Si je vais pitcher le jeûne à ces gens-là, je vais pas leur parler de spiritualité et tout, surtout pas, au contraire, ça va les faire fuir. Je vais leur parler des chiffres, je vais leur donner des études, je vais leur donner des arguments qui vont être médicaux, je vais leur présenter des études de cas, je vais leur expliquer comment ça fonctionne, comment ton corps humain fonctionne, la technique qu'il y a derrière ça. Pourquoi quand tu vas faire un jeûne, qu'est-ce qui va se passer avec les cellules? Dans quoi est-ce qu'elles vont taper? Pourquoi ça va brûler les graisses? Pourquoi ça va d'abord attaquer les mauvaises? Bref, je vais tout lui expliquer comment ça fonctionne exactement. Je vais lui donner des chiffres, je vais lui donner des études, je vais lui montrer des études de cas. Bref, je vais faire en sorte que son côté cartésien qui va stimuler sa prise de décision soit assouvi. Et si de l'autre côté, j'essaie de convaincre la même chose, tu vois, le résultat est le même, il ne change pas. J'essaie de convaincre quelqu'un d'autre de jeûner, mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus spirituel, c'est quelqu'un qui aime bien, qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, qui est peut-être très religieux, voilà, qui va avoir vraiment besoin d'avoir cet environnement, cet enrobage spirituel autour du truc. Bien, alors peut-être que oui, je vais parler des bienfaits médicaux, je vais parler de tout ça, mais ça va pas être mon argument principal. Je vais présenter le jeûne peut-être comme un défi, comme une quête spirituelle, comme quelque chose qui peut t'apporter une sorte de vision différente du monde, vision différente de la vie. Je vais parler du lien avec la nature, avec les origines. Je vais lui raconter des histoires de gens qui ont jeûné et qui ont ressenti des choses différentes. Là, on va vraiment parler du ressenti. Je vais lui expliquer que le jeûne, c'est pas un moment austère pour le corps. Au contraire, c'est la fête du corps. C'est le moment où ton corps se détoxifie. C'est le moment où ton corps se ressource. Je vais lui donner tous ces termes-là. Je vais utiliser du vocabulaire qui va lui faire plaisir, je vais utiliser des mots qu'il connaît déjà, des mots qu'il a l'habitude de lire, des mots qu'il a l'habitude d'entendre, parce que les gens qui ont une passion passent le plus gros de leur temps à consulter du contenu autour de cette passion ou à faire des activités autour de cette passion. Donc je vais utiliser des mots que ces gens connaissent déjà, je vais utiliser des images avec des outils, avec des choses, avec des gens que les gens connaissent déjà. Je vais raconter des histoires, je vais peut-être utiliser une démarche religieuse, et d'ailleurs souvent le jeûne est utilisé dans les religions, donc je vais utiliser
utiliser tous ces éléments-là, ces éléments non factuels mais beaucoup plus émotionnels parce que ça va convaincre ce type de personne-là. Et inversement, si je m'adresse à quelqu'un de très cartésien, je vais plutôt éviter justement d'utiliser ces arguments-là qui vont lui faire peur et je vais utiliser des arguments très rationnels. Et donc l'idée, c'est de pas partir de toi, de pas partir de ce qui toi te plaît dans ton produit, de pas partir... Alors sauf si ton audience te ressemble, bien sûr, l'avantage quand tu es créateur de contenu, c'est que souvent tu attires une audience qui te ressemble. Donc souvent ce qui toi te plaît dans ton produit, ça va plaire aux gens aussi en face. Mais c'est toujours important de connaître son audience. Ton audience n'est pas forcément comme toi. Ton audience ne te ressemble pas forcément. Tes clients ne te ressemblent pas forcément. Donc c'est pas parce que toi tu vois un aspect révolutionnaire dans ton produit que les gens vont voir le même. Il va falloir se mettre à leur place et se dire qu'est-ce que ces gens-là aiment, qu'est-ce que ces gens-là ressentent, quel est le quotidien de ces gens-là, qui est-ce que ces gens-là écoutent au quotidien et comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cet univers-là pour faire passer mon idée, pour pitcher mon projet à des moldus. Alors moi j'ai un gros catalogue de formations qui aident les gens à vivre de leur activité sur internet, à faire des ventes, c'est rempli de conseils comme celui-là. Et il y a des formations qui ont plus d'1 an et j'ai décidé de supprimer 10 de ces formations, de retirer 10 de ces formations du catalogue. Et juste avant de les retirer, j'ai fait un pack complet où j'ai rassemblé ces 10 formations. En plus t'as les versions audio, t'as les PDF, t'as tout ce qu'il faut. Et ce pack est disponible jusqu'à la fin de la semaine seulement, il reste quelques jours, avec 891 € offerts par rapport à si tu avais pris toutes ces formations individuellement. Donc tu as un pack qui est disponible pendant encore seulement 2 jours avec 891 € offerts. Ce sera retiré définitivement dimanche soir, je t'en ai déjà parlé. Le mieux, si tu veux voir à quoi ça ressemble, c'est cliquer sur le premier lien qui est en description. Tu vas avoir le listing de chacune de ces formations. Tu vas pouvoir aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Tu auras aussi des avis, tu auras aussi de quoi vraiment te faire ton avis. Et si tu penses que ça peut t'aider, c'est des formations qui ont plus d'1 an mais qui sont des classiques, qui sont toujours valables aujourd'hui. Alors parfois c'est basé sur des technologies sur des réseaux sociaux qu'on utilise moins, mais les grands principes qui sont derrière sont toujours valables aujourd'hui. Donc si tu veux profiter de l'été pour te former intensément, il y a plus de 20 heures de formation là-dedans, profites-en simplement jusqu'à dimanche soir, parce que dimanche soir ce sera totalement retiré de la vente et toutes ces formations individuellement seront retirées de la vente. Une dernière chose avant de se quitter, j'ai mis en place un répondeur pour que tu puisses participer au podcast. Tu as un autre lien en description, donc le premier lien t'amène vers le pack de formation, le deuxième lien t'amène vers le répondeur et le répondeur te permet de laisser un message vocal. Ça peut être une question, ça peut être un témoignage, ça peut être partager une idée, ça peut être n'importe quoi. Et ce que je voudrais faire, c'est au moins une fois par semaine faire un podcast pendant lequel je réponds à justement ces questions du répondeur. Donc si ça t'intéresse, fais-le maintenant. Et j'essaierai de faire un podcast en fin de semaine ou alors la semaine prochaine où je réponds aux questions. Donc tu as le pack complet qui est disponible jusqu'à dimanche soir en description et puis tu as le répondeur si tu veux me laisser un message. Nous on se retrouve dans le prochain podcast. À demain. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.